Tout d'abord, merci beaucoup à l'Association des paralysés de France. Merci, monsieur le directeur, d'organiser cette journée et d'organiser ces premiers états régionaux de l'inclusion. Je suis très heureuse qu'il se fasse en Picardie, parce que c'est un sujet très important. Il fallait le prendre à bras le corps. Et enfin, on se retrouve aujourd'hui pour cette journée qui, j'espère, sera très fructueuse. En tout cas, j'espère pouvoir, moi, utiliser les résultats des travaux de cette journée pour mon travail parlementaire. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de plaisir à ouvrir ce colloque parce que cette thématique de l'inclusion me tient énormément à cœur en tant que présidente à l'Assemblée nationale, donc du groupe d'études sur l'intégration des personnes handicapées et également vice-présidente du groupe d'études sur l'autisme. Et je suis ravie aussi de constater que l'inclusion, telle que vous la présentez, est aujourd'hui traitée dans une dimension très large. Il est malheureusement vrai que les situations de discrimination ou d'exclusion ne concernent pas seulement des personnes en situation de handicap, mais touchent aussi des femmes et des hommes différents, pour une raison ou pour une autre, ou qui se sont simplement éloignés du modèle d'intégration sociale ou économique à un moment donné. Pour une différence quelconque, le système ne semble soudain plus à même d'assurer l'intégration de tous ses membres. Je sais que vous êtes nombreux dans la salle à réaliser un immense travail pour réparer ces liens qui se sont brisés et pour reconstruire pas à pas la cohésion sociale. Et c'est pour ça que c'est un réel plaisir de constater l'implication des acteurs. Parce que sans vous, sans les acteurs qui œuvrent au quotidien pour rendre la société inclusive, on ne pourrait pas avancer. À l'Assemblée nationale, je fais entrer cette dimension d'inclusion dans le champ des différentes lois, suite justement à une circulaire qui nous incitait à le faire. Mais ça demande quand même un travail quotidien et parfois même, je dirais, entêté. Car bien que la plupart des décideurs politiques aient cette préoccupation en tête, le fait de l'inscrire comme objectif dans la législation ne va pas de soi et demande de constamment réaffirmer cette volonté politique. Et là, je parle d'expérience. J'ai parcouru le programme de la journée et j'ai remarqué que vous alliez traiter de la question de la scolarisation. J'ai moi-même pu me pencher sur ce sujet ambitieux lors de l'examen à l'Assemblée, qui n'est pas encore terminé, de la loi sur la refondation de l'école. Et c'est un parfait exemple du travail qu'il reste à faire pour légitimer la notion d'inclusion. Alors, si le texte initial était globalement satisfaisant sur le plan de l'orientation générale qu'il donnait à l'école de la République, c'est sous forme d'amendements qu'il a fallu intégrer des améliorations pour prendre en compte les élèves en situation de handicap. J'ai par exemple fait adopter un amendement pour inscrire dans la loi l'objectif de scolarisation et non de simple accueil des enfants handicapés. Et même si ça paraît être une simple nuance, dans la réalité, la différence est flagrante. J'ai également obtenu, et ça je l'ai obtenu avant-hier, que les professeurs puissent, dans le cadre des nouvelles écoles supérieures du professorat et de l'éducation, avoir une formation à la prise en charge dans leur classe d'élèves porteurs de handicap. Ils doivent être formés à la scolarisation des enfants handicapés et plus généralement à la scolarisation des enfants en difficulté. Je pense par exemple aux enfants autistes, mais cela concerne également les enfants 10, par exemple, qui sont confrontés au quotidien à la rigidité du système scolaire tel qu'il a prévalu jusqu'ici. Donc je reste déterminée à encourager la liberté et l'expérimentation pédagogique pour faire de l'école non pas le lieu de la sélection par l'échec, tel que c'est encore aujourd'hui, mais un lieu inclusif qui accueille tous les élèves, quelles que soient leurs difficultés ou handicaps, et s'adapte aux besoins de chacun. Bon, pour permettre la réussite de tous, la France accuse un certain retard au niveau des méthodes pédagogiques innovantes, et il est largement temps qu'elle se rattrape. Dans ce domaine, il ne faut pas oublier non plus le rôle des nouvelles technologies et du numérique, qui, s'ils sont adaptés, peuvent apporter une aide précieuse pour l'apprentissage. Et là, je parle de tous les handicaps, et y compris les handicaps moteurs. L'enjeu est de taille et nécessite bien sûr l'engagement de tous les acteurs. L'école doit s'ouvrir et prendre en compte les expériences de chacun, que ce soit les professeurs, mais aussi les parents d'élèves, les collectivités territoriales, les associations et le secteur médico-social. Il faut que les barrières tombent, elles sont encore trop nombreuses. Et c'est ensemble qu'ils pourront définir des projets d'éducation incluant le temps scolaire, mais aussi le temps périscolaire et extrascolaire, qui donnent la priorité à l'épanouissement de l'élève. Bien sûr, toujours sur la scolarisation, je n'oublie pas les AVS, qui jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des enfants et qui doivent bénéficier d'une plus grande reconnaissance par une formation, par la définition d'un véritable statut, par un avenir professionnel.
Et l'inclusion, surtout, ne doit pas oublier de prendre en compte les familles qui peuvent parfois se retrouver livrées à elles-mêmes. Et il n'est pas acceptable de laisser des parents démunis face à la situation de leurs enfants ou de leurs proches. Ils doivent pouvoir trouver des interlocuteurs qui les soutiennent et les aident à mieux vivre et à profiter de la vie avec leur enfant handicapé. Cette école inclusive que nous appelons de nos voeux doit aussi permettre d'éviter d'enfermer les enfants différents dans des voies de garage et faire en sorte, autant que possible, de les mener vers l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire une citoyenneté en devenir, qui sont acquis par des savoirs fondamentaux, mais c'est également la possibilité d'une intégration professionnelle, et vous allez aussi en parler tout à l'heure. Cet aspect de formation et d'emploi, dans ce domaine, j'ai eu la chance de voir une expérience dont vous avez certainement entendu parler, en participant à une remise d'attestation de compétences organisée par le réseau Différents et Compétents en Picardie. Je tenais à revenir sur cette initiative et son mot d'ordre sans équivoque, personne ne sait rien faire. De toute évidence, l'emploi est aujourd'hui au cœur des préoccupations des Français, et en cette période de crise, nombre de personnes peinent à trouver un emploi. Et évidemment, les personnes en difficulté sociale et en situation de handicap sont les premières touchées. Et évidemment, elles ont en plus des difficultés supplémentaires par rapport aux autres. En cela, le travail réalisé par les différentes structures, ESAT, EPSOM, les IME, etc., est primordial dans la dimension de formation et d'insertion professionnelle. La dimension de formation, d'abord, puisqu'elle permet d'acquérir des compétences, tant sur le plan purement professionnel qu'au niveau de l'acquisition des codes sociaux. Il est indispensable de montrer que le handicap peut être dépassé et laisser place à des potentialités dans des domaines très variés. Ces formations doivent se développer pour permettre aux adolescents ou aux jeunes adultes en situation de handicap, qu'ils aient pu suivre ou non une scolarisation en milieu ordinaire, mais évidemment, il faut que ce soit le plus souvent possible en milieu ordinaire, d'être accompagnés dans leur orientation professionnelle. Et la dimension d'insertion professionnelle mérite également d'être soulignée tant elle permet de faire changer le regard de la société sur le handicap. Nous savons, le travail représente une étape primordiale pour une insertion sociale plus globale et un levier important d'épanouissement personnel. En ce sens, la remise d'attestation de compétences à l'issue d'une démarche de reconnaissance de ces acquis est particulièrement importante pour valoriser le parcours de ces travailleurs handicapés pour eux-mêmes et aussi pour les employeurs. Le partenariat qui s'est noué entre les différents acteurs de ce réseau Différents et Compétents est remarquable et le dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience est une très belle façon de mettre en valeur les compétences acquises par chacun. Il pourrait d'ailleurs trouver des applications au-delà du handicap. Il arrive très souvent que des personnes éloignées de l'emploi, bien qu'ayant accès à des formations ou des emplois aidés, ne puissent pas le valoriser à travers une qualification au sens strict. Je ne peux donc qu'encourager le développement de telles initiatives, surtout quand elles se concrétisent grâce à la synergie de tous les acteurs impliqués. Mais l'inclusion ne concerne pas seulement l'école ou le travail, c'est aussi la vie de tous les jours. Comment gérer le regard des autres? Comment assurer des loisirs à mon enfant handicapé, avec d'autres enfants comme lui ou en milieu ordinaire? Et là, je pense au formidable travail réalisé par certaines associations, comme la SATED, par exemple, qui propose des journées ou des séjours à de jeunes autistes. C'est à la fois une ouverture sur le monde et un moyen de soulager les parents et les fratries qui en ont souvent bien besoin. Sur cette question de l'accompagnement, la création, avec la loi de 2005 des MDPH, a au moins permis un élément essentiel, offrir un guichet unique aux personnes handicapées et à leurs familles pour effectuer leurs démarches. Cela n'empêche pas, et j'en ai eu connaissance à de nombreuses reprises, de constater certaines failles dans ce système des MDPH. Et il convient aujourd'hui, à mon avis, de revoir leur fonctionnement afin d'assurer que le service public soit rendu au mieux et de façon homogène sur le territoire national. Je tiens également à mentionner, et là on est un petit peu plus loin de l'inclusion, les personnes les plus lourdement touchées, atteintes notamment du polyhandicap, qui ne leur permettent pas, malheureusement, d'envisager une quelconque autonomie. Il faut réaffirmer que c'est bien le rôle de la société de leur garantir des conditions de vie dignes et agréables, et aussi épanouissantes que possible. J'ai récemment visité la maison d'accueil spécialisée de Cagny et j'ai été frappée par le dévouement et le professionnalisme des équipes soignantes et éducatives qui réalisent un travail remarquable, et je voulais le souligner ici. Le champ de l'inclusion étant transversal, je pourrais vous parler encore longtemps de tous les domaines dans lesquels il peut trouver une application et de toutes les améliorations qu'il sera nécessaire d'aborder. Je pense par exemple à l'accessibilité des bâtiments pour lesquels un immense chemin reste encore à parcourir. Et à cet égard, je serai particulièrement attentive aux conclusions et surtout aux propositions du comité interministériel du handicap qui doit se réunir très prochainement.
Mais je tiens surtout ici à réaffirmer mon soutien aux initiatives qui voient le jour sur le territoire. Ces états généraux de l'inclusion en sont la preuve. Vous êtes nombreux à vouloir faire évoluer la société vers plus d'inclusion. Et évidemment, le succès de ces actions ne sera complet que s'il est appuyé par un volontarisme politique sans faille. Sur ce point, vous pouvez compter sur ma détermination. Je vous remercie.